Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 19e épisode de Balancer vos ondes positives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour la tribu. Hello. Bonjour chef. Jusqu'à la fin de la saison. Allez, nous en sommes à l'avant-dernière de la saison. On va prendre du plaisir encore aujourd'hui. Avec à ma gauche, Rodrigo Benken, c'est votre météo interne. J'ai envie de balancer aujourd'hui. Balancer Valérie Malice. Je me sens toute vieille aujourd'hui. Vieille. Nous avons Isabelle de Mailleux. On fire. Sabine Valnebroek. Estival. Emna Chaouch, une revenante de la saison 1 qui revient pour un petit bout de saison 2. Merci Emna, c'est chouette de te voir. Mais avec grand plaisir, heureux d'être là. C'est quoi ta météo interne? Pétillante à l'intérieur. Et à l'extérieur? C'est jeton de présence. Vous l'avez entendu. Pierre Chaudoir. Et moi je suis Tchiki-Kédédé. Dans la chanson, on dit Tchiki-Kédédé. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Moi, je suis Tchiki-Kédédé. Vous allez dire ça dans la chanson? C'est quelle chanson? C'est le générique de l'émission qui s'appelle Tchiki-Kédédé. Il y a du Tchiki-Kédédé. Un bateau qui démarre, ce serait pas très bien. Bon, d'accord. Ok. Écoutez, aujourd'hui, nous avons trois mots et 4 partenaires autour de ces mots qui vont nous raconter ces mots. Nous avons Rodrigo, nous avons Val, nous avons Emna et nous avons Pierre. Et nous commençons par Rodrigo et sa figure ou ses figures de style, je ne sais. Je laisse découvrir. Rodrigo, c'est à toi. Oui, elles sont au pluriel et vous savez que les Jeux Olympiques vont bientôt commencer et dans beaucoup de disciplines, un jury attribuera une note technique et une note artistique, d'où l'importance des figures de style. En gymnastique, vous connaissez sans doute la demi-vrille, le triple salto arrière carpé, spécialité de mon voisin en face, la natation synchronisée, le plongeon. Pendant les Jeux Olympiques d'hiver, vous avez aussi le patinage artistique, avec le fameux triple axel, qui n'est donc pas faire 3 fois le tour d'une ou d'un dénommé axel. Bref, dans la langue française aussi, il y a des figures de style et je les adore et c'est d'elles dont je voudrais vous parler plutôt que du domaine sportif. Alors, le but n'est pas du tout d'être exhaustif, mais j'aime bien le pléonasme, par exemple. Je l'ai vu de mes propres yeux vus. Synonyme de pléonasme, la tautologie, sortir dehors, descendre en bas, on l'a tous fait, marcher à pied, prévoir d'avance, Rodrigo est ponctuel, voilà, on peut continuer comme ça. J'aime bien aussi la litote, c'est-à-dire dire moins pour laisser entendre plus, du style ce n'est pas bête, c'est pas faux. Mais un de mes préférés, c'est le palindrome. Un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Exemple, elle, été, kayak, sexe au pluriel. Comme ça, tu restes attentif, Pierre. Ève, Nathan, Laval. Et on peut même le faire parfois avec des courtes phrases. Hein. Le sac à sel. Vous essayez ça. Le sac à sel. Bref. On a aussi les homographes. Alors, qu'est-ce que c'est que des homographes? Ce sont des mots qui ont la même orthographe ou la même prononciation, mais qui ont un sens différent. Prenons livre. Il me livre son livre qui ne pèse qu'une livre. On a, attention, fil et fils. Ça s'écrit de la même manière, ça ne se prononce pas de la même manière. Mon fils file comme une flèche et se met dans la file d'attente pour acheter au couturier les fils de lin commandé, par exemple. Et enfin, il y a les homophones. Et ça, c'est vraiment mon cheval de prédilection. Je ne sais pas pourquoi, même prononciation, mais sens et orthographe différents. On prend serre. Un petit exemple parmi d'autres que j'ai inventé. Cela ne date pas de l'abolition des serfs, S-E-R-F-S. Le cocu a les cornes d'un cerf, C-E-R-F. Et pour noyer sa peine, dans la serre, S-E, de son jardin, il se sert un verre de Sancerre. Vous pouvez le faire avec saint. Il s'est passé pour un saint, S-A-I-N-T, mais sous saint privé, S-E-I-N-G, cet homme n'est pas saint. Il caresse tous les saints dont il est saint. Et à propos de saints, nous sommes en 1978 et je voudrais vous raconter cette belle histoire. On est le 6 août. Vous savez ce qui s'est passé le 6 août 1978 ? Non. Ben, c'est une grande date, c'est la mort du pape Paul VI, après 15 ans de pontificat. Le 6 août donc. Le 26 août, fumée blanche, Jean-Paul Ier lui succède, mais un mois plus tard, il meurt à son tour d'une crise cardiaque. Son pontificat est le plus court de l'histoire. On en est pour le moment quand même à 266 papes. Le pape est mort, disait-on à l'époque. On disait oui, mais je sais. Non, mais pas l'ancien, le nouveau.
2 papes morts en un mois, c'est du jamais vu. Et je me souviens de ce titre du journal Libération, Jean-Paul Le Bref, victime d'un pépin cardiaque. Et avec comme sous-titre, l'Église se cherche un Saint-Père. Saint écrit S-A-I-N. Oh, puis on peut continuer avec mère, j'aime bien nos parents aussi. La mère de mon ami est maire de Dunkerque, en bord de mer. et son père en perd sa paire de lunettes. On peut s'amuser avec le mot vert. Je ne vais pas donner tous des exemples comme ça. Ou avec le mot sang. Il ne se sent pas bien quand il voit du sang. Il y a 100 personnes, mais il fait sombre et sans lumière, on ne s'en rend pas compte. Tout cela pour vous dire à quel point notre langue française est magnifique. C'est ça ma conclusion, c'est ça finalement mes ondes positives. Et cette langue française n'attend qu'une chose, c'est qu'on joue avec elle, peu importe dans quel sens. Et même si vous pensez que ça n'a pas de sens, l'essence d'un mot, c'est son carburant, c'est notre combustible ininflammable, c'est notre énergie vitale. Joli. Merci Rodrigo. Bravo. Merci la langue française magique. Qui est amoureux ou amoureuse de la langue française parmi nous? Avec l'un de l'autre exemple. J'ai retrouvé Jacques Mercier avec des cheveux, donc c'est ça, j'ai retrouvé ça. C'est un beau compliment. Oui, c'est vrai que c'est très Raymond DeVos. C'est très Raymond DeVos aussi. C'est la deuxième fois qu'il m'inspire, Raymond DeVos. Je pense que je l'ai déjà dit dans une chronique précédente. Personnellement, c'est toi, Marc, qui m'a fait redécouvrir l'étymologie des mots. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup maintenant parce que je pense que j'ai étudié la langue française mais sans nécessairement comprendre la signification et l'origine de chaque mot. Et le fait de pouvoir y retourner et de se dire la racine c'était ça et qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui me permet de poser de meilleurs mots sur mes mots. Oui, et d'avoir un regard effectivement. Et comment tu écris les mots? Oui, quel mot? Oui, absolument. Ouais, et moi je vous invite à suivre le podcast de Val, Graines de Malice, qui parle souvent des mots et de leur étymologie, qui est top et en rapport avec ce que tu viens de dire, Val. Il y a un mot qui nous manque dans la langue française, je trouve, c'est un mot qu'on retrouve en portugais qui s'appelle saudade, et qui veut dire plein de choses, nostalgie, tristesse, mélancolie, et donc il faut en mettre plusieurs pour arriver à un seul, mais je trouve qu'on a vraiment une chance d'avoir une langue exceptionnelle. Ou l'italien, parce que l'italien, c'est la manière dont vous prononcez la phrase qui prend l'importance. Et quand on ne le comprend pas, c'est très compliqué. Et quel est le nombre de mots aujourd'hui qui sont utilisés dans notre langue courante? Et quel est le nombre de mots qu'aujourd'hui nos jeunes utilisent dans leur langue courante? 12. Du coup, déjà sont-ils français, les mots qu'ils utilisent? Il n'y a déjà pas les voyelles. Voilà. Et du coup. Mais non, et comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir permettre à chacun de retrouver cette richesse de la langue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver cette richesse de la langue? Je vais vous donner juste, j'ai 67 ballets. Aujourd'hui, on me fait redécouvrir Victor Hugo, Racine, Corneille, les Alexandrins. Il y a une richesse, alors que ça m'emmerdait profondément quand je les ai étudiés il y a très très longtemps. Aujourd'hui, j'y trouve sans doute avec l'expérience que j'ai. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, j'ai peut-être une solution, parce que dans certains auteurs que tu viens de citer, certains étaient aussi très très coquins. Je vous renvoie à ma prochaine rubrique, dans la prochaine émission, et vous allez voir qu'il y a peut-être un truc pour intéresser les jeunes, en étant un peu plus borderline. C'est un teaser pour la prochaine émission. Pour la dernière émission. Tu voulais dire, merci Rodrigo. Oui, pour répondre à ta question, Marc, comment faire en sorte que la poésie, que la langue française soit plus intéressante aux yeux des jeunes? Il y a notamment un jeune écrivain, comédien du nom de Félix Radu, qui lui contribue fortement et largement à cette mission, et très joliment, je trouve. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir sur les réseaux. Allez le voir sur scène, il est fantastique. Même chose avec le Grand Corps Malade aussi, c'est un peu un slammer, donc c'est un peu le côté... Et puis moi, le plus grand poète de tous les temps, et musicalement, c'est qui? Chanteur, j'ai rêvé, Joséphine, ma petite entreprise. C'est Bachung qui est pour moi, quand vous lisez ce qu'il a chanté, c'est hallucinant. Plus on va forcer, et plus on va dégoûter. Et aujourd'hui, quand on force des jeunes qui n'aiment pas la littérature française à lire pendant toute une année scolaire que les classiques, on finit par les dégoûter et faire en sorte que c'est seulement à 35, 40, 60 ballets qu'à un moment donné on se dit « et tout compte fait si j'y retournais ». Et pour moi, c'est comment on arrive à susciter une curiosité
mais sans imposer. Et aujourd'hui, on manque de ça. On ne pique plus la curiosité. Et en tout cas, la langue française est magnifique. Et si vous nous écoutez, quel que soit l'âge que vous ayez, allez creuser, allez regarder, allez jouer avec les mots comme Rodrigo vient de le proposer. C'est juste un océan extraordinaire de découvertes. Inépuisable. Inépuisable. Et vive le Scrabble, oui. voilà. Et vive le Scrabble. Alors, nous avons maintenant 2 dames charmantes au demeurant qui ont décidé de porter un regard croisé sur les choses, sur les gens, sur la vie, sur elles-mêmes peut-être. Je n'en sais rien. Nous allons voir tout ça. Nous avons à ma gauche Valérie Malice, à ma droite Emina Charouche. Mesdames, c'est à vous. Ma très chère nièce, oui, ça fait un peu vieux jeu d'écrire des lettres à ce jour. Et en même temps, je trouve que les mots écrits gardent une telle puissance, celle d'être lus et relus autant de fois que tu le souhaites. Alors voilà, ma très chère nièce, il me prend l'envie de t'écrire aujourd'hui. Coucou Tata, je pense à toi. Bon écoute, c'était plus facile pour moi de te faire un vocal, je trouve ça tellement plus véridique, authentique, enfin tu vois quoi. Y a rien à faire, entendre le son, le ton et la couleur de la voix, ça dit déjà tout, tu ne crois pas ? Bref, je ne sais pas très bien ce que je vais te dire, mais je sens que j'ai envie de te le dire. Ce sera sûrement décousu d'ailleurs, mais je suis certaine que tu comprendras. T'écrire, pour tout d'abord te demander pardon, au nom de moi, de toutes les miennes et de tous les miens. Pardon pour avoir tenté de te faire entrer, toi et les futures générations, dans un schéma que je croyais juste et bon, qui est celui du chemin tout tracé. Faire des bonnes études, décrocher ton emploi, te marier, construire ta maison, avoir des enfants et, à la retraite, profiter de la vie. Pardon d'avoir cru et de t'avoir fait croire qu'il fallait cravacher et se donner à fond pour trouver le bonheur, d'avoir instauré la course au temps, à la performance, au matériel à tout prix et à n'importe quel prix. Et enfin, d'avoir utilisé la terre et ses richesses, les hommes et leurs différences, comme des ressources infinies, sans odeur ni saveur. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses, et aujourd'hui, au nom des miens, je t'en demande pardon. Alors aujourd'hui, je te demande pardon, au nom de moi et de ma génération. Pardon de ne pas être plus posé, à l'écoute de tout ce que vous avez à partager. Notre envie fugace de changer les choses est telle que nous remettons tout en question jusqu'à vos conseils, votre expérience, votre sagesse. Mais tu sais, ne t'inquiète pas, je comprends. Il n'y a pas de mal à vouloir faire de bonnes études, se marier, avoir une jolie maison et de beaux enfants. Ne t'excuse pas, c'est moi. J'ai pu vous blâmer, accuser, alors que vous sacrifiez tout pour nous sans jamais rechigner. Je ne comprenais pas la puissance de l'amour inconditionnel que peut éprouver un proche ou un parent pour son enfant. Et puis, il m'est arrivé, je l'avoue, de vous insulter lorsque, à l'apogée de cet insupportable désalignement entre nous, je me suis emportée. Mais comment ai-je pu douter, ne serait-ce qu'une seule seconde, que vous pouviez vous en ficher de moi, car la réalité aujourd'hui, je le comprends, est tellement loin de ça. Nous nous trompons sur beaucoup de choses, et aujourd'hui, pour demain, je t'en demande pardon au nom de moi et des miens. Et puis t'écrire ensuite pour te dire merci. Merci d'être de cette génération qui a commencé à m'ouvrir les yeux, à oser se rebeller, à dire non à ces chemins tracés, à chercher un autre sens à la vie, à ta vie, pour toi, pour les générations à venir. Par ta force et ta puissance, tu m'as donné l'envie et le goût à moi aussi, même tardivement, de me réveiller et de me poser toute une série de questions sur moi, ma vie, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie. Tu m'as fait redécouvrir les goûts du plaisir, des désirs et de l'envie d'être en vie. Tu as soufflé sur moi des braises qui m'ont donné l'envie de casser des codes, des normes et des schémas pour oser vivre. Tu m'as fait passer de la survie à la vie. Merci pour ton audace, ta persévérance, ton entêtement aussi, à oser dire non à moi et aux générations d'avant de ce monde-là que toi tu ne veux pas. Merci de ne pas t'arrêter, de dire, de te mobiliser, de me montrer, de nous montrer que d'autres possibles sont possibles. J'ai foi en toi et aux générations qui te suivront qu'un autre monde est là et qu'il émerge déjà. Et puis, je voulais te dire aussi merci. Merci d'aimer sans jamais nous laisser tomber. D'être là sans être là. Pour les rires, l'été, les feux de cheminée. Merci de nous rappeler que la vie, c'est ici et aujourd'hui. Que ce n'est que ça et que c'est tout ça. Et je ne peux finir sans te dire combien je t'aime. Combien je t'aime, toi et qui tu es.
Combien tes richesses et ton regard apportent une saveur dans ma vie. Combien il est bon de réaliser que c'est ensemble que nous créons ce monde positif dès aujourd'hui. Combien chaque geste et chaque acte que nous posons, toi envers moi envers toi, nous envers les autres et la terre, chacun de ces petits gestes contribue à l'éclosion d'un monde meilleur. Et que c'est aussi pour cela que je t'aime. Prends soin de toi, de moi, de nous, du monde. Je nous aime. Il faudra pour la saison prochaine une caméra parce que je trouve qu'au-delà des mots, il y avait des visages, il y avait des sourires que nos auditeurs pourront percevoir, pas voir, mais pourront certainement percevoir. Mais c'était magnifique, franchement, hyper touchant, hyper émouvant. Et sous forme de dialogue comme ça passe très bien. Ça me fait un petit peu penser à la chanson d'Aldebert, C'est quoi la vie? Je ne sais pas si vous connaissez. Un père et une petite fille, le père qui explique la vie. Là, ça va plus dans un sens. Et ici, c'était beau parce que c'était très équilibré d'une génération à l'autre, dans les deux sens. Donc franchement, bravo, magnifique, touchant. Magnifique, merci beaucoup. Beau duo. Oui, allez, maintenant un duo tout seul. Un duo tout seul. Oui, je me suis... c'est le mot barrage. Alors, cette chronique, elle est dédicacée à Thiago, un petit bonhomme qui m'a donné une très très grande leçon de vie. Alors, j'ai passé d'innombrables heures proches de barrages. À Bütchenbach, où nous faisions du bateau, enfin, mon père faisait du bateau, on était au bord du lac et on mangeait dans des Tupperware des espèces de tomates infectes et du riz pas cuit. Alors, je le fais un peu à la Bellemare, nous sommes le lundi 12 juillet 2021. Il pleut abondamment. Mon pote Bruno Liès m'appelle pour me prévenir que les eaux des barrages publics doivent être lâchées, car la conjugaison des trompes d'eau et la mauvaise libération peut être fatale. En vain, nous avertissons la presse qui n'en a cure, malgré un communiqué bien étayé. Il a fait des calculs absolument invraisemblables. Bruno vit en bordure d'eau, à Chaudfontaine, mais suffisamment haut pour ne pas être en danger. 2 jours après, ses voisins qui vivaient plus bas, qui n'ont pas suivi ses injonctions de quitter leur maison, seront engloutis sous ses yeux. Les autorités ont tardé à lâcher les vannes car cela faisait perdre de l'argent à des grands opérateurs puisque l'eau qui passait à côté ne produisait pas d'électricité. Collusion de l'eau de la pluie et l'eau des barrages occasionne un drame terrifiant. Louis Maretz, un journaliste qui travaillait pour le CHU à la moment de Liège, m'appelle en disant « Il faut de l'aide. Si tu as des gens avec des bateaux à fond plat et des moteurs puissants, ils doivent y aller. » J'appelle Jean-Pierre Brasseur qui a le Riverwood, qui m'écoute et il va tout de suite. Riverwood, c'est à Knock, donc ils partent de Knock, ils vont à Trot, ils ont le numéro du bourgmestre, ils y vont, 2 heures après ils sont là. Un club de jet ski, j'avais travaillé avec eux, me dit on arrive, Boulet dernière ça plongeait dans l'eau, je l'ai vu faire avec parce que c'est un mec de plongée, un type incroyable. Le lendemain du séisme, je parle avec des gens que je ne connais pas, aider des gens que je ne connais pas. J'ai vécu jeune dans cette région, je la connais, je l'aime. Arrivé à Popinster, on découvre l'apocalypse, vraiment. Les gens sont hagards, la première que je vois, c'est une femme en disant « Qu'est-ce qui te reste ?» Elle me dit « Je suis en tongs, short et un top, il ne me reste que ça. » C'est tout ce qui lui restait. Nous retournerons des jours et des jours pour les aider, même le 21 juillet, on est là, durant laquelle les sinistrés vivent un 2e séisme. Ne me dis pas qu'ils fêtent vraiment la fête nationale malgré tout ce qu'on vit. C'était ça qu'on vivait avec eux. On essaye d'aider humainement avec nos mains, de stupides pelles, nos yeux, nos oreilles, nos bras, notre apathie. On décide de créer la maison à 3 façades. Voilà, un concept parce qu'il n'y avait plus de 3 façades, on va déposer ça. Ce qui les fait rire en buvant un peu de vin, tout ce qui nous restait pour leur donner de la joie au cœur. Cédric, un local épargné, un peu plus à hauteur, nous dit « Mettez tout ce que vous voulez, parce que les gens nous donnaient beaucoup. Chez moi, ma femme est enceinte, elle a du temps, elle va s'occuper de ça. » Quelques jours plus tard, elle accouche, mais cela tourne mal. La conjonction d'un gynécologue que malheureusement je connais humainement, qui ne veut pas gâcher son week-end et l'arrivée trop tardive d'une ambulance contrariée par les dégâts, font que ce petit Thiago ne vivra que 40 minutes. On est évidemment dévasté, on va soutenir ce couple. Une fois arrivé à l'hôpital, je dis, moi j'accepte la demande de Cédric et de Claire, disant d'aller voir l'enfant avec eux. J'y vais, qui même me suivent. Quand je me retourne, je suis tout seul. Je me retourne, je dois aller, je suis jusqu'au bout. J'ai même accepté de prendre ce petit cœur dans mes bras. Je sors en disant à l'infirmière, parce que le gamin dort, je ne fais pas de bruit. J'étais mentalement surexcité. Elle me regarde interloqué, mon mental avait pris le dessus sur mon émotivité. J'étais dans une énergie hallucinante, positive. Ok, la vie, tu me donnes cet obstacle sur ma route, pas grave. Je continue d'avancer. Le jour de l'enterrement, toujours dans cette mission divine, j'ai porté seul ce petit cercueil. J'étais poussé par des forces venues d'ailleurs. La mort faisait partie intégrante de la vie. Je l'ai côtoyée à diverses reprises, les yeux dans les yeux. Je n'ai plus peur d'elle. Certes, tu distribues la tristesse, la dame, à la grande faux, mais j'ai pas peur de toi.
À chaque grosse pluie, je pense à eux fort. J'ai encore appris à vivre au jour le jour, de profiter du moment présent. Je me réjouis de savoir que des compatriotes flamands, encore aujourd'hui, continuent maintenant à aider ces gens dans les familles pour éclairer un peu le bout du tunnel. Le village a retrouvé son esprit de village. Le drame les a solidarisés. Pepinster était la ville des records. On y battait chaque année des records plus inutiles les uns que les autres, comme la plus longue partie de pétanque du monde, 53 heures. Ils sont en train de battre un record de solidarité avec plus de rire que de larmes. Les habitants de Pepinster s'appellent certes les Pépins.